Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de Polestar 2. C'est une vieillerie, c'est une vieille voiture, ça fait des années qu'elle est sortie. Alors ça fait pas longtemps qu'on l'a en France, parce qu'il y avait eu des problèmes avec DS Automobile, vous vous en souvenez sans doute. Cela dit, à l'étranger, ça fait des années qu'elle est sortie. En fait c'est une voiture qui date de 2020, la voiture a 6 ans. Du coup, il y a un vrai intérêt à regarder ce que ça donne en occasion. Bon, je vous spoil directement. Si vous prenez une des toutes premières avec beaucoup de kilomètres, c'est-à-dire plus de 200 000 kilomètres, vous pouvez les trouver à 15 000 €, voire peut-être même un peu en dessous, ce qui est assez incroyable pour la voiture que c'est. Alors, autant en neuf, je trouve qu'elle a de moins en moins d'intérêt, surtout que la nouvelle va bientôt sortir. C'est-à-dire que Polestar nous l'a teasé très récemment et elle devrait sortir d'ici 2027. Donc on est clairement à la veille de la sortie du nouveau modèle. Bon, très honnêtement, ça sert à rien de l'acheter neuve aujourd'hui. Par contre, en occasion, on va voir si jamais c'est une bonne affaire. Alors, on va déjà parler un petit peu du design. Celle-ci, c'est une phase 2. La phase 2 est sortie à partir de 2023. D'ailleurs, celle-ci, c'est une voiture qui m'est prêtée directement par Polestar. La voiture est neuve. Donc, c'est pas celle qui représente le mieux les voitures d'occasion, mais vous allez voir, il y a très peu de choses qui ont changé. Bon, déjà, on voit directement l'affiliation avec Volvo. On a une calandre qui a une forme très Volvo, on a des optiques qui font très Volvo avec le fameux marteau de la marque. Donc on est sur quelque chose d'encore très proche de Volvo. Maintenant, c'est vrai que sur leur nouveau modèle, Polestar 3 et Polestar 4, on a essayé de séparer un petit peu les deux, mais à cette époque-là, c'était encore vraiment très Volvo. D'ailleurs, il faut savoir que ce véhicule est directement inspiré du concept 40.2 qui est sorti à l'époque chez Volvo. Il y avait 40.1 qui préfigurait le XC40 et 40.2 qui devait préfigurer une sorte de petit coupé chez Volvo, mais qui finalement sera repris par Polestar. Donc c'est un concept qui a une dizaine d'années maintenant, et donc ce véhicule qui est de 2020. Alors comme on peut le voir, en termes de design, je trouve que c'est encore très moderne, très actuel, dans le sens où autant Polestar a pas mal évolué, autant Volvo est encore très proche de cette identité qu'on a là. Il y a l'arrière qui est un petit peu différent. Venez, suivez-moi. Bon, déjà, on a un côté fastback qui, je trouve, est assez sympa. Et on a ce petit coffre là qui donne un côté un petit peu berline, alors qu'en fait, c'est pas une berline. On ouvrira le coffre tout à l'heure, vous allez voir, il y a un rayon. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces optiques ici. Encore une fois, très Volvo. On a une vraie identité Volvo qui ressort ici. Mais c'est les optiques qu'il y avait sur le concept 40.2, donc on peut tout à fait comprendre. Sinon, dans l'ensemble, c'est une voiture qui est très discrète, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de grosse prise de risque, il n'y a pas de gros changements d'identité. Donc c'est quelque chose d'assez discret. Si vous aimez un petit peu la discrétion, c'est une voiture qui permet d'avoir un côté assez premium. C'est-à-dire que quand on vous voit dans la rue avec ça, on comprend que c'est premium, pourtant ça reste extrêmement discret. Alors autant il existe une version performance, autant celle-ci c'est la version classique. J'avais envie de la version la plus normale possible entre guillemets pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on peut notamment parler des jantes. Vas-y, approche-toi, regarde les jantes. Alors, on a des jantes qui sont extrêmement pleines. Vous voyez, c'est une voiture électrique, on essaye de choper l'efficience autant que possible. Donc on a des jantes pleines, ce qui est assez marrant. On a quand même le bouchon de valve en jaune. Donc ça, normalement, c'est un truc qui est spécifique aux versions performance. Mais c'est pas une version performance, on le voit avec l'étrier de frein qui lui est gris. Alors il y a 2-3 petits détails comme ça qui nous rappellent un côté performance, mais qui en fait ne l'est pas, notamment à l'intérieur également. Parce que, regardez, on va avoir non pas les ceintures jaunes, mais les ceintures avec un liseré jaune. En fait, ça, c'est une finition un petit peu spéciale. Si je me souviens bien, c'est une sorte de pack pro qui vous rajoute quelques options dans ce style-là, sans pour autant aller jusqu'à la performance. Alors celle-ci, c'est une long range, donc elle a la grosse batterie et elle est en dual motor. Donc elle fait un peu plus de 400 chevaux, ce qui est vraiment beaucoup quand on voit la tête de la voiture. En version performance, si mes souvenirs sont bons, on va jusqu'à 470 chevaux. Donc en version perf, on a vraiment une voiture qui marche de fou. Alors qu'en fait, en dual motor, on a déjà quelque chose qui suffit très bien. Je pense que les gens qui vont sur la performance, c'est ceux qui vont avoir envie justement des petits détails jaunes qui viennent changer, d'avoir un petit peu le step juste un petit peu supérieur encore. Mais honnêtement, moi celle-ci, je trouve qu'elle se suffit
largement elle-même. Aïe aïe aïe, regardez-moi l'état de celle-ci. Alors évidemment, je vous conseille d'acheter une Polestar 2 d'occasion, mais jamais sans utiliser le sponsor de cette vidéo, Carré Vertical. Regardez-moi l'état de cette voiture. C'est dommage parce que la configuration était vraiment très cool, avec le petit bois et tout, c'était très très cool. Mais malheureusement, celle-ci a tapé et on n'est pas à l'abri de la revoir en vente une fois réparée. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas acheter une voiture accidentée, mais ça veut dire que c'est toujours intéressant d'être au courant qu'une voiture a tapé aussi violemment quand même. Regardez, là on voit qu'ils ont rappuyé sur le capot pour essayer de nous cacher un petit peu les dégâts, mais clairement cette voiture a tapé relativement fort, c'est une voiture récente, c'est toujours vraiment intéressant d'avoir les informations nécessaires avant d'acheter une voiture. Donc n'hésitez pas à utiliser le code Laurent ou alors directement le lien qui est dans la description pour avoir 20% de réduction sur vos prochains rapports. C'est super intéressant d'avoir ce genre d'informations. Avant de passer à l'intérieur, je voudrais quand même vous parler des différents coffres qu'on a, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, celle-ci, elle a un haillon, donc haillon électrique évidemment, hein. Sur ce genre de niveau de gamme, on a haillon électrique, le petit bouton est là en dessous de la plaque d'immatriculation. Alors on a un petit peu de bordel dedans, je suis désolé. Mais en gros, on a un coffre qui ressemble à ça, ce qui est pas mal du tout. Si je bouge les vestes ici, vous allez pouvoir voir qu'on a un petit séparateur, regardez. Ça, c'est super intelligent parce que ça va vous permettre de plaquer soit vos courses derrière, soit vos courses devant. Mais il y a une vraie séparation qui vient se créer. Alors là, les gens se disent, mais attends, ça veut dire qu'il n'y a rien en dessous, on n'a pas de bac en dessous? Si. On a totalement un bac en dessous qui est énorme d'ailleurs, regardez-moi ça. Et ça va nous permettre notamment, regardez le câble de charge. Alors, moi je l'ai laissé traîner n'importe comment dans mon coffre parce que là, je n'utilisais pas mon coffre. Mais regardez, hop, on peut totalement mettre ça dans la partie basse du coffre et on est tranquille. Cependant, si vous, votre truc, c'est plutôt de mettre le câble à l'avant, c'est envisageable. On a un frunk. Alors, il est petit, mais il existe. Si je retrouve la petite... là, voilà. Oh, top. On a des V1, ce qui est plutôt cool. Et regardez-moi ça. C'est pas énorme, mais c'est là. On a le petit triangle, Polestar Repair Kit. Et bah, là, moi, ils m'ont ajouté un petit gilet orange, pas un gilet jaune, un petit gilet orange. Mais en gros, on a un petit frunk, ce qui peut être pratique dans le cas où vous êtes du genre à ranger votre câble à l'avant. Est-ce que ça vous tente de passer un petit peu à l'intérieur? Allez, venez, suivez-moi. Alors, on est sur un intérieur relativement discret. Vous voyez, on a du cuir noir, des petites parties en Alcantara, un graphisme qui est assez intéressant sur les sièges. Toujours ces petites ceintures avec le liseré jaune qui est assez sympa. Et sinon, le reste, c'est assez classique. Quand on regarde, on a une interface verticale qui fait beaucoup penser à Volvo, encore une fois. Je trouve qu'on est vraiment sur ce que faisait Volvo à cette époque-là. Quelque chose d'assez quali, regardez. Petit bois, bon c'est pas vraiment du bois, mais on a un petit insert bois ici, qu'on retrouve également sur la partie centrale ici. Assez sympathique. Moi ce que je vais aimer aussi, c'est qu'on a quelques boutons physiques. Donc on va avoir une molette pour le son avec un bouton pour mettre lecture ou pause. Donc ça vraiment je trouve que c'est ce qui va créer un environnement un peu plus ergonomique. C'est-à-dire que ça c'est le genre de boutons qui disparaissent de plus en plus dans l'automobile et ça me désespère. Pareil sur le volant où au final on se retrouve avec des vrais boutons. Et ça, moi je trouve que ça permet vraiment d'avoir une voiture avec une meilleure ergonomie que ce qu'on a sur des voitures de conception un peu plus récente. Ce que je vais beaucoup apprécier en cette voiture également, c'est que toutes les matières que l'on touche sont vraiment qualitatives. Tout ça là, alors c'est du plastique, mais c'est une sorte de plastique moussé un peu mat qui est vraiment pas mal du tout. Pareil sur la planche de bord, vous voyez, c'est une sorte de plastique un petit peu moussé comme ça qui ressemble presque à une sorte de tissu. D'ailleurs, en parlant de textile, ici on a vraiment un textile qui vient encore une fois renforcer ce côté très premium, très bien fini. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fait vraiment du bruit, regardez. C'est vraiment, c'est pas mal du tout en fait en termes de qualité d'assemblage. C'est assez impressionnant en fait. On se rend compte que on est vraiment dans un dérivé de Volvo. C'est la qualité que je retrouvais chez Volvo et que je retrouve ici dans un Polestar 2. Ce qui est génial aussi, c'est que comme je vous le disais, le facelift qui a eu lieu en 2023, il n'a pas amélioré tout ça.
Ça, c'était déjà de très bonne qualité à cette époque-là. En fait, les différences qu'il y a entre le facelift et la version de base, on va avoir une interface qui est légèrement différente. On en reparlera tout à l'heure, vous allez voir, l'interface, elle a rien de spécial, c'est Android Automotive. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez beaucoup de constructeurs. Et il y a la calandre qui est un petit peu différente. Je vous montrerai des images un petit peu de la calandre phase 1 et de la calandre phase 2, vous allez voir. Les différences sont vraiment pas notables. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'en termes de technologie, c'est-à-dire que la batterie, les moteurs, etc. qu'on a dans cette version, ce sont les mêmes qu'il y avait déjà à l'époque. Il n'y a pas eu de grosse amélioration à ce niveau-là. Les seules différences qu'il va y avoir, c'est qu'il y a des versions qui existaient à l'époque qui n'existent plus maintenant. Je sais qu'en 2020, ils avaient une version single motor qui était uniquement en traction, donc on avait juste un moteur à l'avant. Ça, c'est des versions qu'ils ont virées, mais c'est la même technologie. Et ça, c'est super important parce que je vais vous montrer maintenant que cette voiture, elle fonctionne plutôt bien en termes de recharge, en termes de performance, etc. Et ce n'est pas dû au fait que cette voiture est plus récente. La technologie était déjà identique en 2020. On va faire un tour? Allez, let's go. Alors nous voici maintenant au volant de Polestar 2. Pour passer les vitesses, on a ce petit levier ici. Encore une fois, très quali. Je trouve que avec la petite étoile polaire au centre et tout, c'est vraiment très qualitatif. Et ça va nous permettre voilà, de passer en drive ou en... C'est un levier de vitesse, hein, il n'y a rien de fou. Ce qui va être intéressant, c'est on a une caméra 360 ici. On va pouvoir choisir un petit peu les différentes caméras. Donc bien que cette voiture ait 6 ans, on a quand même voilà, des petites choses qui sont pas mal à ce niveau-là. Ah oui, si, la voiture a 6 ans, du coup, c'est un CarPlay filaire. On est obligé de brancher le téléphone pour avoir CarPlay, on ne peut pas l'avoir en wireless. Après, c'est pas très grave de nos jours. Il y a des petits modules chinois qui font ça très bien. On le branche sur la prise et ça marche beaucoup mieux que les intégrations des constructeurs, ce qui me désespère. C'est-à-dire que dans le Taycan, j'ai plein de petits bugs de temps en temps de déconnexion. Et j'ai un pote qui a un petit module chinois qui marche à merveille, il n'a jamais de déconnexion. Ça me désespère que les constructeurs ne fassent pas mieux. Donc là, on peut observer la petite caméra 360 qui nous permet d'éviter les petites pierres qu'on a sur le terrain. Oui, parce que c'est presque un petit SUV en fait cette voiture. Hein. Si on regarde, on est un petit peu rehaussé, ce qui nous permet de rouler un petit peu partout. Ce qui va être pas mal, c'est que les suspensions sont bien plus douces que dans Polestar 4. Dans Polestar 4, je me suis beaucoup plaint des suspensions qui étaient très dures et qui donnaient une voiture assez peu confortable. Sur celle-ci, et ben voyez, on passe sur un dos d'âne, ça ne pose absolument aucun problème. On passe avec aisance et avec confort, ce qui est vraiment cool. La conduite est très bonne également. En fait, c'est du Volvo quoi. On le ressent vraiment au fond. C'est du Volvo, ça marche bien, ça se débrouille bien, c'est confortable. Alors, c'est pas une voiture sportive. C'est-à-dire qu'il va pas falloir tenter de l'emmener trop loin en termes de châssis, en termes de perf, bien que elle se débrouille correctement, mais c'est pas une voiture sportive. Et ce n'est pas non plus forcément une voiture pour faire de trop longs trajets, dans le sens où je trouve qu'à partir d'une certaine vitesse, c'est-à-dire que quand on atteint les 140-145 km/h, je la trouve un peu bruyante. On commence vraiment à avoir des bruits de vent, on commence à avoir des bruits ambiants, etc. qu'on n'a pas à d'autres moments. Donc si vous, votre genre, c'est de ne pas rouler vite, c'est-à-dire que moi j'habite à côté de l'Allemagne, donc ça m'arrive assez régulièrement de prendre beaucoup de vitesse, mais si vous êtes du genre à rouler tranquillement, regardez, là on est à une 50aine de km/h, la voiture ne fait pas un bruit, on est vraiment dans une cathédrale quoi. Il n'y a pas un bruit, et ça c'est vraiment agréable. On va pouvoir prendre jusqu'à 80 km/h, parce que c'est la limite sur cette route. Bien que la route soit de mauvaise qualité, je trouve que il n'y a pas trop de bruit. Vous voyez, je peux chuchoter, on s'entend quand même. C'est assez agréable quelque part d'avoir une voiture qui est relativement bien insonorisée. C'est pas toujours le cas. Donc ça c'est plutôt agréable. Sinon, en termes de charge et de consommation, alors comme je vous le disais, véhicule de conception 2020, donc on se retrouve avec des charges qui sont très correctes pour l'époque. Je crois que celle-ci, elle est capable de prendre du 150 en charge. Alors ça, c'est un des problèmes qu'on a sur notre version.
je voulais vous montrer l'assistant d'autonomie qui ne démarre plus. Il faut redémarrer tout l'écran parce que sinon là ça ne marche plus. D'ailleurs, écran avec lequel on a 2-3 soucis de temps en temps. On se retrouve avec écran noir et il faut redémarrer, ce qui est assez dérangeant. Sinon oui, je disais, elle prend du 150 en charge et on se retrouve avec une autonomie utilisable qui est au-dessus des 300 km. Là je suis à 71% et j'ai 260 km d'autonomie. Donc clairement en utilisable on se retrouve avec 300 km. Ce qui est je trouve très correct. En tout cas, nous on a fait pas mal de routes avec cette voiture. On a été la chercher à Paris, on est monté jusqu'à Valenciennes avec, et de Valenciennes on a été jusqu'à Metz. Et au final, ça se passe sans encombre, quoi. C'est assez agréable de pouvoir partir sur 300 km sans penser à la recharge. Donc nous, on a regardé un petit peu ce qui se fait sur les sites d'occasion. Alors, on a regardé en Europe, hein, comme je vous le disais, en France, la voiture, elle vient d'arriver il y a 1 an. Donc vous ne trouverez pas d'occasion très intéressante en France. Par contre, à l'étranger, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, il y a de très belles affaires à faire. Avec notamment, si vous prenez une des toutes premières versions avec plus de 200 000 km, vous tombez en dessous des 15 000 €, ce qui est assez incroyable. Si vous avez un budget un petit peu supérieur, c'est-à-dire si vous êtes capable de monter jusqu'à 20 000 € environ, là vous trouvez des voitures avec des kilométrages qui sont vraiment très corrects, c'est-à-dire aux alentours des 100 000 km. Et si vous poussez encore un peu, c'est-à-dire nous on a vu ça entre 25 et 30 000 €, on peut avoir des phases 2. C'est-à-dire que la phase 2 qui est sortie en 2023, on peut commencer à la trouver juste en dessous des 30 000 €. Ce qui, je trouve, est un prix ultra correct pour la qualité de la voiture. Nous, ça fait 1 semaine qu'on roule avec cette voiture. Honnêtement, je l'ai utilisé au quotidien. Le Taycan, je ne l'ai pas repris depuis que j'ai récupéré cette voiture il y a 1 semaine. Et c'est un vrai plaisir à rouler. C'est-à-dire que c'est super confortable, ça roule bien. Il n'y a vraiment aucun souci avec cette voiture, malgré la conception relativement ancienne. Alors évidemment, il y a toujours des gens dans les commentaires qui vont me dire qu'au bout de 6 ans, la batterie, elle est morte, il faut la changer, c'est un billet à 20 000 € de changer la batterie. C'est normal que ça ait autant des côtés, c'est des voitures qui sont obsolètes et qui ne fonctionnent plus. C'est faux. C'est faux parce que, en fait, sur les annonces qu'on a vues, il y en a beaucoup qui indiquent leur SOC. Donc, c'est en gros le pourcentage de vie que la batterie a encore. Et toutes celles qu'on a vues, même au-delà de 200 000 km, le SOC est encore au-delà des 90%. C'est-à-dire que la voiture n'a perdu que, entre guillemets, 1/10 de sa vie sur plus de 200 000 km. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Une voiture électrique peut prendre des kilomètres et peut prendre de l'âge sans devenir totalement obsolète. Il faut absolument arrêter avec ça parce que c'est factuellement faux. On s'est rendu compte qu'il y a des taxis avec des Model S, qui datent... les voitures ont pratiquement 15 ans maintenant parce que les premières sont sorties en 2012. Et les voitures ont 300-400 000 km avec des SOC qui sont encore corrects. Alors que la technologie, c'est de la technologie qui a 15 ans. Maintenant, une technologie qui a 6 ans, donc qui est quand même beaucoup plus récente, on se retrouve avec des SOC qui sont vraiment bons. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ce discours de penser que les voitures sont mortes au bout de 200 000 km et 6 ans, parce que c'est factuellement faux en fait. Ok Laurent, mais si c'est si bien, alors pourquoi ça vaut si peu ? Parce que le marché de l'électrique est encore jeune. Parce que les gens en ont peur, suffit de lire les commentaires sous mes vidéos. Parce que aussi les modèles évoluent vite et que dans l'électrique tout devient vite obsolète, la technologie progresse rapidement. Et surtout parce que la perception est en retard sur la réalité. Bon, alors est-ce que c'est un achat sans risque ? Non, clairement pas. Le réseau Polestar est limité, la revente reste incertaine, ça a déjà décoté mais rien ne dit que ça va pas descendre encore. La charge rapide n'est pas au niveau des plateformes modernes en 800 volts. C'est pas une voiture parfaite, mais à ce prix-là, honnêtement, je peux pas vraiment le lui reprocher. On parle souvent de décote des voitures électriques comme d'un problème, mais ce n'est un problème que pour les gens qui achètent neuf. La décote, c'est la peur des uns, mais l'opportunité des autres. Et aujourd'hui, une Polestar 2 à moins de 15 ou 20 000 €, c'est peut-être pas un pari si risqué que ça. C'est peut-être juste un marché qui a pas encore compris ce qu'il a sous les yeux.